Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette conférence sexualité, date limite de consentement. L'idée, c'est qu'on va débattre aujourd'hui du consentement dans tous ses états. Voilà, l'aborder sous tous les angles, ou du moins sous plusieurs angles, parce que sous tous les angles, on pourrait y rester 24 heures et pas juste 50 minutes ensemble. On a le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Charline Vermont, qui est la marraine du festival, qui est également créatrice du compte Orgasme et moi, qui est sexothérapeute, autrice de 2 livres, Corps, Amour, Sexualité. Merci d'être là, Charline, aujourd'hui. Merci pour l'accueil. Et on a aussi Laure Gessler, qui est médecin généraliste et passionnée de toutes les questions de prévention. Donc merci à toutes les deux d'être là aujourd'hui. On devait avoir avec nous Olympe Degé, qui est donc du coup affichée et qui a eu un petit souci d'ordre familial, donc qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Mais on pense fort à elle et sachez qu'elle pense fort à nous aussi et à vous. Bonjour à tous. Eh bien, on va voir ensemble cette grande question du consentement. Peut-être pour commencer, c'est quoi le consentement? Quelles sont les grandes règles du consentement? C'est drôle parce que en fait, j'ai commencé par ça, mes plénières auprès des collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes. Je trouve que c'était hyper intéressant d'avoir déjà leur propre regard en fait sur le sujet. Et j'ai trouvé que la définition, on a dit bah c'est quand on demande à une personne si elle est d'accord, et après la personne elle dit si elle est d'accord ou pas. J'ai trouvé ça assez pas mal finalement. Voilà, donc on va peut-être partir de là, mais vraiment j'ai aussi rappelé, enfin voilà, aux enfants, aux ados, que il y a une notion hyper importante qui est la notion d'intimité, qui est le fait que leur corps, votre corps, c'est votre territoire, votre intégrité physique. Nul ne peut y avoir sans votre accès, pardon, nul ne peut y avoir accès sans votre consentement. Et franchement, le consentement, eh bien, c'est partout, tout le temps, avec toutes les personnes qui gravitent autour de nous, dans toutes nos relations. Je pense que c'est vraiment ça le message que j'avais envie de faire passer aux scolaires cette semaine. Et quand on entre dans la sphère intime, la sphère dans nos relations affectives, on va effectivement parler de consentement sexuel, donc comme étant l'accord que se donnent ou ne se donnent pas deux personnes pour pratiquer ensemble des activités intimes. Alors moi j'aime bien rappeler la règle mnémotechnique que vous trouverez du coup dans mon nouveau livre. J'ai appelé ça les règles du consentement. Donc REGLES. Alors peut-être que je vais les donner dans l'ordre plus spontané. Alors il y a R, c'est pour révocable. Un consentement, quand on le donne, eh bien, on peut le retirer à tout moment. Donc, c'est concrètement la situation où, eh bien, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Voilà, vous chauffez une personne, vous ramenez cette personne chez vous. Il est 21 heures, vous avez extrêmement envie de l'embrasser, de faire des activités sexuelles avec cette personne. Et puis, à 21h45, vous n'avez absolument plus du tout envie. Et vous lui dites, en fait, je suis plus du tout dans le mood. On révoque le consentement, on n'a absolument pas à se justifier. Il est révocable à tout moment. On peut déjà être en train à poil. On peut révoquer son consentement. On peut être à poil et déjà en train de faire l'amour. Voilà, on peut retirer son consentement à tout moment. Euh, Ensuite, le E, c'est enthousiaste. Alors, je vais respecter quand même les règles. E pour enthousiaste, c'est par là que j'avais commencé pour les scolaires en disant bah, c'est vraiment deux oui joviaux enthousiastes qui se rencontrent. Et voilà, et ça permet vraiment eh ben, ça donne du sens en réalité à ce qui est en train de se passer. Et à l'inverse, qu'est l'inverse d'enthousiasme, d'enthousiaste, hein? Eh bien, c'est allez, allez, on fait l'amour. Allez, allez, je vais pas durer longtemps, vas-y, viens. C'est glauque. Ça, Même un petit oui. Ouais, ben, un oui, comme ça, juste pour dire oui. Et puis peut-être que vous avez déjà eu aussi, dans le cadre familial, on le disait hier pendant l'atelier, souvent on est concentré sur quelque chose, il y a quelqu'un qui vient nous demander une sollicitation, et puis on est vraiment dans notre truc, et puis on fait un oui. Et puis après on réalise, on se dit, à quoi j'ai dit oui là? c'est À ça. quoi j'ai dit oui? Donc vraiment faire attention à ce côté, effectivement, un vrai oui, quoi. Ouais, et d'ailleurs, chez les lycéens, on fait des scénettes où on montre ce qu'est le consentement et ce que n'est pas le consentement. Et donc, avec mon binôme, effectivement, mon binôme a lourdement insisté pour pouvoir m'embrasser. Et à la fin, j'ai dit OK. Alors, on a demandé aux enfants s'il y avait ou pas consentement. Il y a un lycéen qui a fait
bah, tu as dit OK, donc tu as donné ton consentement. Et c'est vrai, le céder n'est pas consentir n'est pas si évident pour tout le monde. Et en l'occurrence, les garçons, en l'occurrence, avaient l'air de trouver que quand même j'étais très consentante. Alors, on leur a dit, bah, en vrai, c'est vraiment un des nœuds, une des bases en fait du sujet, c'est-à-dire à partir du moment où vous devez manipuler, user d'une stratégie pour essayer de convaincre l'autre de faire du sexe avec vous, finalement, vous êtes déjà dans la préparation de la violence. Vous êtes déjà dans la violence. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué, mais c'était, je pense, important à saisir dès l'âge de 16, 17 ans, en l'occurrence, les ados qu'on avait face à nous. Ensuite, moi je l'utilise en disant que c'est gagnant-gagnant. Le consentement, c'est toi et moi, on est d'accord, je te respecte, tu me respectes, et ensemble, on va faire des trucs chouettes. Elle, pour libre, eux, pour éclairer, on donne son consentement, effectivement, de manière libre, ça veut dire sans pression, sans moyen de coercition, sans chantage, du style, soit tu couches avec moi, soit je vais voir ailleurs. Ou alors, non mais si tu veux pas, ça fait déjà 3 jours, tu as toujours une bonne excuse, en vrai tu m'aimes pas, c'est ça, prouve-moi que tu m'aimes. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est absolument pas libre, c'est complètement contraint et sous pression. Et eux, pour éclairer dans le sens en pleine capacité de ces capacités, enfin de discernement, de ces capacités cognitives. Donc on a rappelé quand même à tous les enfants qu'on avait face à nous que quand on a bu, quand on a consommé des substances, on n'est plus en pleine possession de nos capacités cognitives. Et un oui ne peut plus aussi être considéré, enfin n'est plus considéré comme faisant partie du consentement. En tout cas, on n'est plus dans le consentement éclairé. Et voilà. Et quand on n'est plus dans le consentement, ça s'appelle de la violence sexuelle. Voilà. Et donc, essayer de faire boire une camarade pour pouvoir la baiser, c'est problématique. Voilà. Et le S, pour spécifique, on a aussi rappelé que le consentement, c'est un oui pour une certaine chose. Exemple, je suis d'accord pour qu'ensemble, eh bien, on se pelote mutuellement. Ça ne veut absolument pas du tout dire que je suis d'accord eh bien pour qu'on fasse des actes plus poussés. Être d'accord pour du sexe protégé, ça ne veut absolument pas dire qu'on a donné notre accord pour que le préservatif soit enlevé sans notre consentement, etc. etc. Donc on a insisté sur l'aspect spécifique de je suis OK pour du sexe oral, ça ne veut pas dire OK pour une pénétration, etc. Donc vraiment, ça, c'est les règles du consentement dans la sphère sexuelle qui sont importantes à rappeler à chaque instant. Et pour rebondir sur ce que dit Charline, en fait, ces règles-là, c'est vrai que c'est important, tout son travail de vulgarisation, d'explication auprès des jeunes, parce qu'en fait, ces règles-là, elles vont nous parler peut-être adultes, des fois on l'apprend à l'âge adulte, et il n'est jamais trop tard, mais c'est vrai qu'il faudrait, dans l'idéal, les inculquer à des tout petits déjà, en fait, puisque le consentement, ça s'applique au sein de la famille. Enfin voilà, bon, là, on a parlé de sexualité, mais il faut voir ça de manière beaucoup plus large. Et donc moi je suis médecin généraliste et je travaille beaucoup auprès aussi des personnes qui auraient subi des violences sexuelles, puisque j'ai une formation en psychotrauma. Et c'est vrai que tout ça, en fait, on se dit, si dès le départ c'est inculqué, si on a ces bases-là, si on arrive à les apprendre à nos enfants, il y a vraiment un travail à faire pour éviter l'évitable. Oui, en fait, hier, on était en conférence d'ouverture et la sociologue, anthropologue qui était là nous parlait de continuum de violence de genre. Moi, ce qui était important pour moi, que les élèves et les adultes d'ailleurs saisissent, c'est qu'il y a un continuum de consentement. C'est exactement ce que tu dis, finalement, dans l'enfance, le fait que nos parents nous habituent très tôt à demander notre consentement avant d'entrer dans nos chambres, mais avant de toucher notre corps, avant de changer, avant de toucher certaines parties du corps pour le bain, avant de nous embrasser, avant de nous envoyer sans notre consentement dans les bras de papy ou de mamie ou de tonton qui puent de la gueule quand ils arrivent et qu'il faut leur dire bonjour. Voilà. Ça sent le vécu. Non, mais c'est vrai. Enfin, je pense que ces générations-là, ça nous parle quand même. Qui justement a déjà vécu cette situation d'être obligé d'aller faire un bisou à quelqu'un qu'on n'a pas du tout envie d'embrasser. Ouais, ça fait beaucoup, hein. J'ai fait ça aux collégiens, collégiennes, et il y avait à peu près autant. Et donc voilà, le continuum du consentement, c'est effectivement avoir vraiment cette conscience de très tôt, on vous fait prendre conscience
que votre corps vous appartient. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, et puis parce que je pense qu'on va en parler dans la sphère médicale, on a évoqué avec les collégiens, collégiennes, outre la famille, outre le fait, effectivement, le bisou forcé à une personne à qui on n'a aucune envie de taper la bise, quelles sont les situations dans lesquelles on devrait vous demander votre consentement, dans lesquelles c'est plus ou moins respecté. Quelqu'un a dit chez le médecin. Et là, j'ai dit, d'accord, qu'est-ce qui se passe chez le médecin? Et il y a une petite fille qui nous a dit, eh bien, moi, quand je vais chez le médecin et qu'il a envie de me faire un soin ou un vaccin, il demande à mes parents. Il demande à ma mère, par exemple, si ma mère est OK pour que moi, j'ai un vaccin ou un soin. Un ou une jeune, du coup, d'une quinzaine d'années. Hein. Ouais. Peut-être un petit peu plus jeune, je crois. Je crois que c'était collège. Donc voilà. 13 ans, je pense. Ouais, 13-14 ans. Et du coup, on lui a demandé, et toi, t'en penses quoi? Et elle a dit, bah, c'est normal, c'est mes parents. Et on a dû avancer à ce moment-là. Malheureusement, on n'avait pas assez de temps. Mais honnêtement, mon cœur s'est déchiré vraiment en petits morceaux. Et je me suis dit, on a quand même une gamine de 13 ans qui trouve finalement que c'est normal qu'on demande à son parent avant d'avoir accès à son corps à elle. Et voilà. Et voilà, il y en avait qui réagissaient autour d'elle en disant, non, c'est pas normal, c'est à toi qu'on devrait demander. Mais voilà, mais c'est pour dire aussi que ce continuum du consentement, il est très très loin d'être acquis chez les enfants, chez les ados. Et l'éducation, elle doit être faite donc aux soignants, parce qu'on n'est pas forcément... voilà, il y a beaucoup de tact et de choses à apprendre encore, j'imagine. Et encore une fois, aux parents, parce que l'exemple que tu cites, il est hyper intéressant. Bon, là, c'est un sujet encore un peu particulier, la vaccination, mais c'est vrai que c'est aux parents quand même de communiquer avec les enfants avant de se rendre à un examen qu'ils estiment important. Que l'enfant n'arrive pas comme ça, un peu hébété, en se disant mais qu'est-ce que je fous là, quoi, ça m'intéresse pas qu'on touche à mon corps. Voilà, c'est aux parents d'expliquer aussi. Ouais, c'est aux parents, effectivement, c'est aux soignants. Et je sais pas, j'espère pour vous que vous avez un médecin, une médecin de famille aussi compréhensible et patient et j'ai envie de dire sain finalement que le nôtre, qui s'est retrouvé avec mon enfant, voilà, à devoir effectivement lui faire un vaccin. Et mon troisième enfant n'avait strictement aucune envie. Voilà, à ce moment-là, a dit non. Et du coup, voilà, notre médecin a pris le temps de lui expliquer. Et mon enfant a dit est-ce que je peux réfléchir? Et j'ai explosé de rire exactement de la même manière. Et mon médecin m'a dit honnêtement, il n'y a absolument mais rien qui justifie que ce vaccin soit fait aujourd'hui et soit pas fait dans une semaine ou dans un mois. Donc c'est trop cool. Prenez le temps il a dit à Isaïe, prends le temps de réfléchir. Et voilà, et tu demandes à maman de prendre rendez-vous quand tu as fini de réfléchir. J'ai trouvé ça hyper chouette finalement, que mon enfant ait comme signe. Voilà, donc on me demande vraiment et on respecte vraiment mon rythme à moi, mon consentement à moi, c'est mon corps à moi. J'ai trouvé ça trop fort. Surtout que ça peut faire trauma en fait, hein. Enfin, clairement. Hein. On a des personnes qui développent des anxiétés du médecin ou des gestes, des piqûres, parce que dans la petite enfance, il y a eu quelque chose de trop envahissant et contre volonté. C'est ça, en fait, on parle du continuum du consentement, également cette culture du consentement qui s'inscrit en fait dès l'enfance, dès la toute petite enfance. Si on laisse la place en expliquant vraiment à son enfant que le consentement, c'est dans la vie de tous les jours, c'est partout, tout le temps, justement pour rentrer en contact avec sa sphère intime, en fait, lui-même apprend et l'intériorise et grandit avec cette notion de consentement. Et quand les premières questions en fait, de rapport sexuel, d'intimité commencent à arriver dans la vie, déjà, tout est beaucoup plus clair et beaucoup plus construit. Il y a deux choses. D'abord, il y a une habitude qui est prise. Moi, je vais vous donner l'exemple de ma deuxième fille que j'ai emmenée avec moi sur un tournage à Paris. On se retrouve dans le métro parisien. Il y a une personne, moi, j'ai pas vu ce qui s'est passé, mais qui l'a touchée. Et elle a bondi et elle m'a dit « Maman, on m'a touchée, on m'a pas demandé mon consentement. » Et là, je me suis dit, mais le soulagement immédiat de me dire « Ma fille, quand on lui touche n'importe quelle partie du corps sans lui demander son consentement,
immédiatement, pour elle, c'est un red flag absolu. Je me dis, c'est incroyable. En fait, j'avais cette sensation de lui avoir donné un super pouvoir, tu vois, de tout de suite réagir. Voilà. Ensuite, voilà, pas question non plus de faire de. Enfin, on n'est pas en train de faire du victim blaming du tout. Mais par contre, je trouvais que c'était génial de lui avoir donné ce discernement-là. La deuxième chose, c'est que de manière réciproque, toujours cette deuxième enfant, Naomi, voilà, qui est très empathique. Quand elle me voit sur mon compte, en train de galérer, parfois je suis fatiguée, elle rentre dans la chambre, elle me dit ça va, je fais ouais ça va. Voilà, je dois faire une mine un peu fatiguée, elle fait maman, un câlin. Et je me dis mais c'est ma fille qui me demande systématiquement mon consentement avant de me faire un câlin. Je trouve ça formidable. Je pense que elle a vraiment acquis en fait cette espèce de de super pouvoir dans les deux sens. Je demande à l'autre avant effectivement de le faire. Et c'est ce fameux continuum, on l'a dans la sphère familiale. J'espère vraiment qu'elle va garder ça le jour où elle sera dans des relations plus intimes. Voilà. Est-ce que, je vous pose la question à toutes les deux, est-ce qu'il y a des moments de vie où c'est compliqué justement d'aller respecter ce consentement? Est-ce qu'il y a des moments où... J'en cite un, t'en cites un, t'es prête? Ok. Allez. Moi j'en ai un très clair et en fait c'est dans notre village, voilà, notre deuxième fille qui traverse parce qu'il y a sa camarade en face. Il y avait une voiture qui arrivait, c'est mon mari qui a réagi, heureusement d'ailleurs, qui l'a attrapé par le sac à dos, le haut du sac à dos là, dans le dos là. Il l'a tiré en arrière extrêmement violemment. Parce que à une seconde près, elle se faisait écraser, percuter, et elle a explosé en sanglots immédiatement. Je pense par la violence du choc, la surprise, le geste. Et vraiment, on a vraiment pris le temps derrière de l'écoute, de l'explication. Oui, quand il y va de la sécurité de la personne, c'est une question de vie ou de mort, je vous avoue mon mari n'a pas du tout posé la question du consentement avant de la saisir brutalement et de la tirer en arrière sur le trottoir. Je pense que c'est une exception. Ouais. Ouais, c'est une exception qui rejoint le monde médical, en fait. On en parlait aussi lors des ateliers vendredi ici, notamment pour tout ce qui tourne autour des violences gynécologiques. C'est vrai que, alors moi je vois le côté technique médical. On parlait par exemple de l'excision, pas l'excision, excusez-moi, de la. L'épisio, merci parce que je l'avais perdu aussi. L'excision au score. Je suis dans d'autres sujets. Ouais, de l'épisio et voilà, c'est délicat. En fait, pour rencontrer des personnes qui ont vécu ça comme des psychotraumas, qui ont été traumatisés par ça, en fait, ce qu'on sait, c'est que des fois, il suffit de 15 secondes, j'ai envie de dire, pour expliquer à la patiente ce qui se passe. Dire voilà, je sais que c'était peut-être pas votre projet, que ça ne devait pas se passer comme ça, mais il faut que ça se passe comme ça. Et souvent, c'est ces 15 secondes, quand on communique, qui vont faire que la personne ne va pas développer de traumatisme. Malheureusement, quand il y a un contexte d'urgence et médicalement, des fois, il n'y a pas le choix. Bon, encore, ce sujet est un peu délicat puisque l'épisio, c'est encore un autre truc. Mais pour donner un exemple, c'est assez parlant, je trouve. On est en train de faire des petits va-et-vient entre justement la sphère médicale, le couple, la famille. Si on se recentre un petit peu sur les relations qu'on va dire justement symétriques, par exemple dans un couple où globalement, voilà, tout va bien, hein, on est en couple, c'est bien, on est d'égal à égal. Est-ce que Charline, tu peux, au milieu de tout ça, nous rappeler, alors les chiffres sont durs, mais est-ce que tu peux nous rappeler quelques chiffres autour justement du consentement et de ce qu'on appelle le viol conjugal? Alors oui, les violences conjugales en France, le chiffre c'est simple, il faut retenir 1 sur 2. C'est 47% des viols commis en France le sont dans la sphère conjugale. Faut aussi, donc ça c'est le ministère de l'Intérieur, ces chiffres, donc faut bien s'imaginer que c'est les personnes qui ont déposé plainte. Or, on sait qu'il y a beaucoup de victimes de violences conjugales qui ne vont pas déposer plainte. Ce chiffre serait évidemment sous-estimé. En pourcentage des violences, je pense qu'on est vraiment sur, en réalité, plutôt les 2/3 des violences sexuelles commises le sont dans le cadre conjugal. Alors, ce qu'il faut, en fait, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Finalement,
euh, on essaie, dans un monde idéal, les gens, il y a un rapport de force égal. Dans la réalité, il y a des ruptures de consentement partout où il y a une forme d'inégalité, où il y a une situation de domination. Il y a un dominant, un dominé. On parlait tout à l'heure, quand on va chez le médecin, alors même si ça ne devrait pas être le cas, il y a une personne qui est là pour soigner, qui a le savoir, les compétences, etc. Et il y a le patient, la patiente, et tout le travail que font voilà, aujourd'hui les médecins, Martin Winkler, Baptiste Beaulieu, etc., pour réconcilier soignants-soignés, c'est effectivement d'essayer de remettre de l'égalité là où pendant très longtemps il y avait un rapport de domination, ou alors la position gynécologique qui est aujourd'hui quand même largement questionnée parce que ça vient mettre la personne en situation de vulnérabilité voilà, et de nudité face à quelqu'un qui aurait tout pouvoir pour faire des choses sans l'en informer, sans lui demander son consentement avant. Et ce qui se passe dans la sphère privée, malheureusement, dans un monde où notre société est encore largement marquée par le patriarcat et une domination, on parle au sens sociologique des hommes sur les femmes, eh bien ça reste extrêmement compliqué au sein du couple d'assurer le consentement, d'assurer un rapport égalitaire. Je ne sais pas si tout le monde comprend là où je veux en venir. Donc la réalité, c'est qu'il y en a quand même un à qui la société confère des pouvoirs à travers ses représentations, à travers aussi le pouvoir économique, le pouvoir voilà, politique, tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai que dans le couple, on retrouve cette asymétrie et ce rapport de force, malheureusement. Et peut-être, et là, j'ai envie de citer Noémie Delattre, avec qui on était sur un plateau télé et avec qui on échangeait sur comment on passe de la culture du viol à la culture du consentement au sein du couple. Et elle disait, mais ce qui est compliqué, c'est que le patriarcat, dire on est des personnes éduquer, en tout cas on essaie de s'éduquer, de se déconstruire, d'analyser, d'intellectualiser le truc et on comprend bien ce que idéalement on devrait avoir des rapports égalitaires. Mais là où le patriarcat nous a niqué, c'est le cas de le dire, c'est quand même qu'il est venu coloniser notre imaginaire. Et donc pour les femmes, elle parlait au nom des femmes hétéros, cis-hétéros, c'était que finalement, elle dit moi je vais encore trouver ça hyper sexe, glamour finalement, un mec qui rentre dans une pièce, qui plaque une meuf contre la porte et qui lui roule un palo, je vais trouver ça encore hyper sexe, hyper hot, voilà, un truc. En fait, il y a une érotisation de la violence, érotisation de la violence sexuelle c'est surtout aussi que c'est ce qu'on voit en fait dans notre quotidien, dans nos films, jusqu'à maintenant. Parce que c'est quand même depuis quelques années en train de changer, mais c'est vrai que beaucoup de films autour de cette érotisation, justement, c'était voilà, cette image de violence et donc du coup, cette idée de rapport sexuel où c'est toujours voilà, cette idée de violence, je rentre dans une salle, je plaque quelqu'un contre le mur, je la balance sur le lit. Bah non, en fait. Mais c'est les images qui sont véhiculées. James Bond, Indiana Jones. Les images sont véhiculées et elles arrivent dans toutes les catégories sociales. Ça aussi, c'est intéressant de le dire, c'est qu'on les violences conjugales, elles épargnent aucun milieu. Et alors, qu'est-ce qu'on fait parce qu'on entend toujours ça, des personnes qui disent « Ouais, mais demander le consentement, c'est chiant, quoi, ça casse l'ambiance. » Ah oui, alors c'est vrai que ce qui est intéressant... Donc comment on fait pour demander le consentement Et c'est surtout comment on fait pour passer d'une culture du viol à une culture du consentement. Et je pense qu'il y a un truc qu'il faut sauter, il faut vraiment comprendre, il faut abandonner, ça ne va pas se passer en un claquement de doigts. Ça prend du temps, parce que changer nos représentations, changer notre imaginaire, ça prend du temps. Moi, quand j'ai commencé le conte, je me suis retrouvée en meet-up, je m'en souviendrai toute ma vie, je me suis retrouvée en Suisse dans un meet-up où il y a des personnes, il y en a une qui lève la main et elle me fait « Tu crois pas que MeToo est allé trop loin ?» Je fais « Pardon ?» « Non, mais tu crois pas que aujourd'hui, franchement, j'ai dit « Attends, où MeToo est allé trop loin ?» Elle me dit « Aujourd'hui, par exemple, quand je vais au bar, il n'y a plus personne qui me met la main au cul. » Alors, non, mais en vrai, il faut rester calme. Faut rester calme, pas dénigrer, rien, mais tu vois, j'étais là. Alors, du coup, je reformule. Je lui dis, du coup, toi, tu es triste aujourd'hui parce que tu ne peux plus être validée comme une meuf bonne sur le marché de la bonne meuf, qui dépente, grâce à une agression sexuelle. Voilà. Avant, t'étais validée. Voilà.
une petite main au cul, t'es une meuf bonne. C'est ça qui te manque en vrai. Et elle disait ouais, et c'est hyper intéressant. La culture du viol, on va pas s'en débarrasser en claquant dans les doigts. Voilà. Donc et puis il y en avait qui me disaient ah mais moi il m'a demandé mon consentement quand il m'a raccompagnée avant de m'embrasser. Elle fait ah là là, ça m'a déchauffé tout de suite. Hein. En vrai, ça c'était pas assez viril. Hein. Et voilà, c'était le genre de discours que j'avais en 2019, 2020, au début du compte. Et je trouve que c'est hyper intéressant aujourd'hui de se dire, bon, où est-ce qu'on en est 3-4 ans plus tard? Et pareil, une petite question là, comme ça, à main levée, qui me vient, justement sur ce contexte un petit peu d'agression. Est-ce que si vous êtes déjà allé en boîte ou en soirée sortie, quel est là, à main levée, le nombre de personnes qui justement a déjà eu des attouchements, hein, en fait, comme ça, en soirée, et qui s'est senti mal à l'aise? Waouh, ça fait beaucoup quand même. On est, je pense, à plus de la moitié de la salle. Donc, oui, voilà, on en revient vraiment sur cette culture du consentement Ouais. du tout début. Et j'ai envie de dire, parce que ça casse pas l'ambiance, mais est-ce qu'il y a des petites manières Ouais. sympas, sexy de demander le consentement? Alors, non, ça casse pas l'ambiance. Ensuite, encore une fois, je pense que je vois une évolution, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors, je vais répondre déjà dans le contexte. Déjà, il n'y a pas une journée, il n'y a pas un jour qui s'écoule sans qu'il y ait une personne qui vienne me raconter un date où, pour la première fois de sa vie, on lui a demandé son consentement. Et c'est généralement Charline, incroyable, j'ai 38 ans, c'est la première fois, j'ai 28 ans, c'est la première fois, j'ai 52 ans, c'est la première fois. Quels que soient les âges, en réalité, il y a une forme aujourd'hui, je pense, on commence enfin à avoir un retournement du stigma. Aujourd'hui, le stigma, c'est on m'a pas demandé le consentement. Tu vois. Donc avant, c'était voilà, ça m'a déchauffé. Aujourd'hui, c'est je me suis sentie tellement respectée, écoutée, considérée. Finalement, il y avait une espèce de presque d'émotion, de bouleversement au sens lévinassien du terme. C'est genre, il m'a reconnu comme un autre, comme une altérité. Et moi, ça m'a tellement touchée et j'étais là, waouh, on pouvait rien m'envoyer comme signal de, voilà, c'était au-delà du sexy, tu vois, c'était incroyable, voilà. Et du coup, j'ai dit, oui, elle dit, et j'ai dit oui, tout en pleurant, tout en souriant, tout en rigolant, c'était magique. Et vraiment, et là, en l'occurrence, on est sur une demande totalement basique. En l'occurrence, pas du tout sexe ni rien, genre, mais j'ai très envie de t'embrasser. J'ai très envie de poser mes lèvres sur les tiennes. T'en aurais aussi envie. Je peux le faire, t'es d'accord? Il y a quelque chose de très... je vais te dire ce que j'ai envie de faire avec toi. Il y a une part très érotique aussi dans tout ça. C'est ultra érotique, mais quand tu susurres à l'oreille des choses, genre j'ai très envie de poser mes mains sur tel endroit de ton corps, est-ce que ça te chaufferait? Et en vrai, il y a complètement moyen d'érotiser à travers la manière de le faire, à travers j'ai envie de dire, écouter des audiopornes, notamment ceux d'Olympe de G, écouter Vox, Box, etc. Vous allez pouvoir voir, je vais te décrire par le menu comment je vais te faire jouir dans toutes les situations possibles, et tu vas me dire si tu es d'accord. Honnêtement, il y a pire comme demande de consentement. Oui, je pense que... Et alors, si c'est compliqué de le dire, de le verbaliser, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça? Parce qu'on n'est pas tous à l'aise de la même manière aussi à manifester justement son envie, à parler. On est tous plus ou moins, toutes et tous d'ailleurs, plus ou moins timides. C'est pas, voilà, on n'a pas tous la même facilité à justement pouvoir nommer et parler de ses envies et de ses désirs. Ok, alors je vous donne 3 tips. Allez, vas-y. Je ne sais pas si Laure, qui sont donnés par ma communauté. On adore parler de consentement, on adore se partager ce genre de choses. Il y en a un qui a dit, écoute, elle était à l'apéro chez moi. J'ai décapsulé une bouteille de bière et je lui ai dit, alors écoute, j'ai très envie de t'embrasser. Et si avant la fin de la soirée, t'en as aussi envie, il te suffit de me rendre la capsule. Voilà, la capsule de la bière. Très simple, hyper smart. Voilà, première chose. Deuxième chose, il y en a un qui me dit, nous, dans le couple, on vit ensemble. Quand il y en a un qui a envie de faire l'amour à l'autre, eh bien, il allume une bougie. Il allume une bougie dans la chambre. Si la bougie reste allumée, ça veut dire que l'autre est aussi d'accord. Si la bougie est éteinte, l'envie n'est pas partagée. Hyper facile. J'adore le parallèle avec la flamme qui reste allumée. Yes.
Il y en a d'autres qui utilisent des peluches. Tu sais, tu as des peluches, tu les mets de manière assez suggestive sur le lit. Si les peluches restent comme ça, c'est cool. Si les peluches sont écartées, c'est pas cool. Ou alors, quand j'ai mis la table, j'ai fait un super repas et j'ai mis un petit ruban voilà, autour des couverts. Petit ruban autour des couverts égale toi et moi. Si on en a très envie, si ça te chauffe, on pourrait vraiment s'amuser ce soir. Et si le ruban reste, voilà, c'est tant mieux. Si le ruban est enlevé, eh ben, il n'y aura pas de câlinou. Mais voilà, en fait, l'imaginaire, c'est ce que je dis souvent aux couples qui viennent me voir. Réfléchir ensemble à un langage de l'intime et un langage du consentement, c'est déjà en soi, très érotique, et deux, ça renforce la relation, la confiance, la possibilité aussi de dédramatiser ces discussions qu'on a autour du consentement. Finalement, on en fait tout un foin, mais voilà, en fait, on peut le faire voilà, soyez créatifs, soyez inventifs. Et voilà, moi j'aime bien l'idée d'avoir un petit secret, un petit code finalement voilà, avec mon mari par exemple, quand on en a envie, pas envie. Avec les enfants, ça peut être des mots-clés quand ils sont en train de traîner partout, on se regarde et on fait pamplemousse. Ok, pamplemousse. Voilà. Faut pas que les enfants décodent. Après, le mot, il faut changer. Le mot risotto a été là, décodé depuis bien longtemps. Pour rebondir, pour les personnes qui sont en couple, c'est vrai que ce qui est important, en tout cas ce qui se dit d'un point de vue psychologique, c'est de connaître aussi les besoins de l'autre. Parce qu'on connaît nos besoins, voilà, ce qui est important pour nous, et peut-être que ça correspond tout simplement pas aux besoins de son conjoint ou de sa conjointe. Donc ça, c'est une des premières choses. Et je voudrais rebondir sur ce que tu disais sur la personne qui est en boîte ou qui se fait toucher, etc. On a tous parfois une amie ou un proche ou quelqu'un qui vient nous dire cette situation m'est arrivée. Cette situation, je trouve que c'est un bon exemple parce que c'est assez subjectif. Parce que pour soi-même, ça pourrait être anodin. Et si la personne vient nous en parler, c'est que c'était dur pour elle ou voir que c'était traumatisant ou grave. Ce qui est juste important, si on vient vous annoncer quelque chose comme de cet ordre-là, ou même plus, c'est d'accueillir en fait ça. C'est d'accueillir. Si tu l'as pris comme quelque chose de douloureux, comment je pourrais t'aider ? Qu'est-ce que tu veux mettre en place ? Est-ce que tu veux reparler à cette personne ? Enfin, voilà, c'est un exemple vraiment, encore une fois, qui paraît anodin, mais cette personne-là, si elle l'a vécu de façon difficile, ça peut traîner. Ouais. Tu me permets de faire une transition super justement vers le corps médical. Donc oui, effectivement, je parlais de cette relation symétrique dans le couple qui est censée être vue d'égal à égal, mais c'est bien, Charline, tu l'as bien effectivement redécrypté, parce qu'il y a toujours effectivement cette position, alors qui peut être changeante, cette position de dominant, presque dominé, mais voilà, l'idée du couple, c'est quand même qu'on est on aimerait que tout soit symétrique, beau, tout lisse. Mais effectivement, dans le domaine médical, il y a cette idée de posture de soignant-soigné. Donc, avec justement la personne qui sait, le sachant, c'est bien pour notre santé. Comment on fait justement en tant que professionnel de santé pour être sûr et s'assurer du consentement de ses patients ? C'est dur. Non, mais déjà, c'est vrai que je pense que les jeunes médecins, les nouveaux médecins, déjà changent pas mal la donne avec ne serait-ce que la configuration des bureaux. Moi, ça commence vraiment par là, je trouve, que la façon dont on accueille les gens. Il y a un peu moins cet effet grosse blouse. Voilà, je fais 1m80, j'impose. Je sais que par exemple, moi, quand je me suis installée, j'ai pris un bureau qui fait 30 cm de large. C'est des petites choses, mais je pense que déjà, l'atmosphère et l'environnement fait beaucoup. Je parle de ça parce que dans les ateliers qu'on a fait aussi vendredi, il y avait cette idée-là de consentement. Par exemple, la personne qui arrive en consultation et en fait, tout est déjà en place pour que l'examen dure 3 minutes, etc. Alors qu'en fait, elle vient peut-être pas pour ça, ou elle vient pour ça, mais elle en a pas trop envie ce jour-là, etc. Donc ça commence déjà par là. Et puis encore une fois, la communication, comme tu disais, Charline. Ouais, non, c'est la communication. Non, mais j'allais vraiment. En fait, en t'écoutant, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Enfin, en tout cas, nous, on essaie en établissement scolaire
de faire passer des messages que chacun, chacune, au sein du couple, a accès effectivement à exprimer ses besoins, comme tu l'as très bien rappelé, Laure, et il faut vraiment, devrait pouvoir inviter l'autre à exprimer ses besoins. La réalité, sur le terrain, je constate chez les jeunes auprès de qui on intervient, il y a déjà des violences conjugales chez les gamins, gamines. Et ça, c'est une réalité. Et on se dit, c'est fou quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer la donne et c'est vrai qu'il y a une inégalité, l'asymétrie. On la repère, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle. C'est une réalité, quel que soit l'âge. Et c'est intéressant quand on interroge les jeunes qui sont impliqués dans des violences conjugales, donc à la fois côté victime et agresseur, parce qu'évidemment, dans 97% des cas, l'auteur de la violence est un homme, eh bien, c'est une forme d'impunité du désir. Enfin, en vrai, c'est les gamines, en tout cas, il y en a beaucoup qui nous expriment que à partir du moment où on est en couple, eh bien, ouais, d'abord le sexe, ça fait partie du package. Donc, je lui dois du sexe. Il a des besoins. Et c'est vrai que c'est intéressant de se dire que comment est-ce qu'on fait pour déconstruire finalement c'est ce besoin. Comment on fait pour déconstruire cette asymétrie qui finalement serait basée sur un désir sexuel qui donnerait le droit à. Et voilà, et moi c'est vraiment, je pense que voilà, au niveau de la sexualité, on travaille beaucoup en fait pour déconstruire les phrases comme il a des besoins. Et voilà, en fait, on explique aussi toute la différence entre excitation sexuelle. Donc oui, alors effectivement, on peut avoir une excitation sexuelle quand on a un pénis, ça se voit peut-être plus que quand on voit un clitoris, mais voilà, ça s'appelle une excitation qui amène plusieurs types de réponses, mais d'abord, elle peut être tempérée. On peut tempérer son excitation, on n'est pas obligé non plus de la soulager. Deux, eh ben, si on la soulage, on en est responsable en premier lieu. Donc il est responsable et dans ce cas-là, il va se masturber, il va se branler. Voilà, ça c'est une vraie réponse. Mais cette espèce de court-circuit qui est effectué dans la tête de tout le monde, que ce soit dans les couples cis hétéros qu'on voit dès le lycée, en réalité, c'est j'ai une excitation sexuelle qui, voilà, qui amène un soulagement, un besoin d'être soulagé. Et à côté de ça, j'ai une partenaire. On va prendre l'exemple de j'ai une partenaire, une petite copine. Il y a une espèce de court-circuit qui a lieu, qui est complètement dément, et c'est ce que je leur explique. Vous savez, en électricité, le court-circuit, c'est un risque incendie, c'est dangereux. Dans la sexualité, ce que vous êtes en train de faire, c'est très dangereux, ça s'appelle de la violence. Le court-circuit de j'ai une excitation sexuelle à soulager, tiens, j'ai une copine, bing, je vais l'utiliser comme un objet sexuel à ma disposition. En fait, je vais faire appel à elle pour qu'elle puisse soulager mon excitation sexuelle. Et cette espèce de chose que tout le monde trouve dramatiquement normale, c'est-à-dire, en fait, les mecs vont trouver ça normal d'aller vers elle, c'est-à-dire, hop, j'ai une érection, je suis excitée, hop, elle va m'aider. c'est ma copine, hein, c'est quand même. Bah si, c'est un peu son rôle. Arrêtez de dire non. Hein. Si, c'est son rôle, elle va m'aider. Et la gamine qui trouve ça complètement normal que le mec vienne lui demander de se soulager dans son corps, voilà, de se branler. Non, mais c'est ça, dans son vagin, son anus, sa bouche, elle va trouver ça complètement normal, finalement. C'est horrible. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait notamment pour les jeunes générations, celles qui sont en train de débuter leur vie affective, qui ont 15, 16, 17, 18 ans, comment on fait aujourd'hui pour remettre de l'égalité là où il y a un désir qui est perçu comme tout puissant et comme écrasant finalement toute tentative intellectuelle et éducative de symétrie au sein du couple. Et je pense que vraiment, ça va passer par des discours qu'il va falloir répéter pendant très très longtemps, du type, en fait, moi je parle aux garçons, vous êtes responsable de votre désir. Vous êtes responsable en fait de votre excitation. C'est absolument pas du tout à la personne qui vit avec vous de porter les conséquences finalement de votre excitation
ou de votre désir. Et ça, c'est très long parce que, et d'ailleurs, quand j'en parle même à des adultes, à des hommes adultes, ça reste encore très compliqué. Alors, imaginez les gamins de 15 ans qui sont en érection quasi perpétuelle. Moi, j'adore ton image du court-circuit, pardon, je rebondis dessus, parce que, pareil, cette représentation, et je rattache avec la sphère médicale, je reviens vers toi, Laure, cette représentation aussi que quand on va chez le médecin, notamment justement dans la sphère gynécologique, on se dit, bah, ok, j'ai un souci, je vais chez le médecin, et du coup, l'examen, il est obligatoire, quoi, j'y vais. Donc, on me demande mon consentement, enfin, non, j'y vais, je vais pour me faire examiner. Et il y a souvent cette représentation de, bah, dans tous les cas, j'ai pris rendez-vous, j'y vais. Donc, si j'y vais, c'est pour avoir une consultation médicale, un examen. Donc, bah, oui. Ouais, Qu'est-ce que toi, tu as comme représentation justement par rapport à ça, comme retour aussi, et quelles sont peut-être les situations dans lesquelles c'est pas forcément normal, où il y a des choses voilà, qui sont... Ouais, c'est très juste. Il y a aussi les parents de pré-ados ou d'ados qui amènent leurs enfants voilà, pour s'assurer que tout va bien. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est justement de dire ça, de dire la première consulte. Je pense aux jeunes filles. Voilà, ça peut être juste une consultation où on va poser des questions si on en a envie. Voilà, on peut s'intéresser à la contraception sans avoir d'examen gynéco. On peut s'intéresser à plein de trucs juste en discutant. Ça, c'est vraiment vital que les jeunes filles le sachent. Et au-delà de ça, moi, je trouve ça même assez sain pour un parent. Alors moi, je suis médecin, donc j'ai une fille et des garçons, mais je suis en train de me dire, je le fais pour mes enfants, mais tout le monde n'est pas soignant ici, mais d'avoir en tout cas quelqu'un d'extérieur, une personne de confiance. Alors en général, ça peut être la pédiatre, mais ça peut être le médecin ou en tout cas quelqu'un en PMI même si vous, en tant que parent, vous connaissez pas, de dire, tu sais, le jour où tu auras des questions et que tu n'as pas envie que ce soit moi qui y réponde, ou si tu n'oses pas m'en parler, ou tu penses que je suis pas la bonne personne, va les voir, je t'aiderai même à prendre rendez-vous. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et je trouve que les parents qui font ce boulot-là, ils sont chouettes, parce que je trouve qu'ils prouvent qu'en fait, ils sont soutenants. Les enfants, ils ont surtout besoin de ça, en fait. Les parents n'ont pas toujours les réponses. Et ça, c'est pas très grave. Mais par contre, s'ils peuvent, l'idéal, c'est qu'ils arrivent à orienter et à dire, bah, cette personne devrait pouvoir t'aider. Magnifique transition, là encore, mais c'est bien. En plus, il nous reste déjà plus que quelques minutes. Malheureusement, ça passe très très vite. Vous êtes toutes les deux mamans. Comment on fait dans la sphère familiale? On repasse sur un sujet un petit peu plus léger pour clôturer. Comment on fait voilà, la toute petite enfance, on en a parlé quand même un tout petit peu au début. Et comment on fait en fait dès le tout début pour pouvoir éduquer ses enfants au consentement? Alors, on fait comme on peut. Moi, j'y arrive pas. Non, mais c'est vrai, j'aimerais bien finir là-dessus, parce que j'ai beaucoup dit il faut. Et surtout, les médecins, on est beaucoup dans l'injonction, et franchement, des fois, on n'y arrive pas, on galère, on fait comme on peut. Et puis, on a nos humeurs, et puis nos enfants ont leur caractère aussi. Donc, voilà, en fait, moi, ce que j'ai fait, par exemple, avec mes petits, c'est que j'ai le bouquin de Charline à la maison, et j'en ai quelques-uns voilà, sur le consentement, etc. Je les laisse traîner. Et quand mes enfants ont envie de me poser des questions, ils savent que je peux en parler avec eux. Parce que j'arrive à en parler avec eux, mais j'amène pas forcément le sujet moi, parce qu'ils sont petits, mais j'aime bien cette idée aussi de dire qu'on parle de tout et on peut parler de tout. Voilà. Charline, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Je pense que merci Laure d'avoir rappelé simplement qu'on donne beaucoup de pistes, de conseils, mais nous-mêmes, on n'est pas parfaits. Par contre, peut-être rappeler que les enfants fonctionnent par mimétisme, hein, on est quand même des singes. Donc c'est vrai qu'avant de se prendre dans les bras, ne serait-ce que nos enfants remarquent qu'il y a un petit temps d'arrêt où on s'assure mutuellement de notre consentement, ben rien, en fait, ça, c'est aussi un peu un rôle d'exemple. Et puis aussi, du coup, moi, je prends l'habitude de leur demander avant de les prendre dans les bras. Ensuite, j'ai des enfants qui sont grands. À la maison, j'ai du 13, 11 et demi, 9 et demi. Donc voilà, voilà, des caractères très différents, mais assez affirmés, où il y a vraiment des fois des oui et des fois des non. Et du coup, les enfants ont pris l'habitude, de manière réciproque, de nous demander notre consentement avant de faire, avant de nous prendre dans les bras. Voilà, je rajouterais que voilà, il y a des enfants qui sont absolument pas du tout tactiles. Pour qui voilà, ça va, la demande, ça sera jamais
enfin la même chose. Voilà, mon aîné, voilà, qui, j'ai envie de dire, dans les familles un peu neuroatypiques, il y a parfois des contacts qui peuvent être compliqués. Voilà, moi, ma grande, voilà, je vais lui proposer, enfin, ça va être encore plus explicite. Clairement, la demande, elle va être claire. C'est est-ce que tu veux que je te prenne dans les bras? Et elle va faire. Et puis je la laisse venir vers moi et c'est elle qui dose en réalité voilà, le niveau d'intimité ou de contact qu'elle a envie de me faire. Voilà, je pense que voilà, on fait en vrai, on apprend en avançant, on fait en fonction des différents enfants qu'on a, des besoins de chaque enfant. Et juste aussi, ben ça peut paraître rabat-joie, mais encore une dernière chose que j'ajouterais, c'est voilà, prendre soin de notre couple, hein, si on est en couple. Parce que c'est vrai que ce climat de violence dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment, je dirais même médico-légalement, hein, quand il y a de la violence dans le couple, c'est de la violence sur les enfants. Parce qu'ils sont dans un climat, en fait. Voilà, ça peut paraître logique, mais ne pas négliger quand on a des enfants qu'il faut prendre soin voilà, du consentement, etc., dans le couple. Et puis vous avez plein de conseils aussi dans le livre de Charline. Ouais, c'est ça, j'allais dire, il y a des choses qu'on n'a pas évoquées, genre leur demander avant d'entrer dans leur chambre. Franchement, enfin, c'est la base de la base de la base. Mais je trouve qu'il y a tellement de parents qui entrent sans toquer, etc. Puis c'est pas juste toquer, enfin, il faut toquer, il faut attendre que l'enfant réponde, écouter la réponse, respecter la réponse. Je trouve que c'est aussi un vrai apprentissage voilà, de leurs limites enfin, ouais, et de leur consentement. Super, merci à toutes les deux. Il nous reste 2 petites minutes. Je ne sais pas s'il y a une question dans la salle. Waouh, pas de question. Ah, est-ce qu'il y a un micro qui circule ou pas? Ah, super. On vous porte un micro si vous le souhaitez. Derrière oui, s'il vous. vous plaît. Merci. Tout à l'heure, vous parliez de remettre en cause le désir, ce avec quoi avec je suis d'accord. Mais il y a un aspect de la relation qui n'a pas été pris en compte, c'est que la normalisation du couple en lui-même, qui est le fait que, enfin, pour moi, le fait qu'une relation exclusive est normale dans la société n'est pas forcément enfin, c'est la question que je voulais poser. Oui, non, tout à fait. Je vais peut-être laisser après compléter. Mais oui, effectivement, le consentement, si on revient sur les règles aussi du consentement, il y a cette idée de spécifique. Et du coup, c'est avec la personne aussi avec laquelle, je ne sais pas si je réponds bien à votre question spécifiquement, mais c'est aussi avec la personne, les personnes avec qui on est, et ce qu'on souhaite effectivement construire avec ces personnes. Et donc là, on rentre effectivement dans une dynamique de communication voilà, sur ce qu'on veut créer ensemble, ce qui ne nous empêche pas d'avoir plusieurs partenaires si c'est OK pour là où les personnes qu'on fréquente. J'ai répondu à votre question. Bonjour. La petite question, c'est par rapport au consentement enthousiaste. Et ça me gêne un peu ce côté enthousiasme. Je préfère le mot authentique qui permet de pouvoir inclure plus les personnes qui TDS par exemple. Je suis assez d'accord. Voilà, c'est pour ça que je préfère d'autres acronymes que règles reliées, tout ce qui peut exister. Avec mes collectifs, on a créé 2 acronymes, palier et plaisir, où justement on met plus authentique. Ok, merci. Je regarderai avec plaisir. Ensuite, c'est vrai que pour les gamins, en gamine, le mot enthousiaste, et puis on va mimer l'enthousiasme avec mon binôme, c'est des choses qui sont effectivement très, très palpables, très tangibles d'un point de vue pédagogique. Voilà, c'était clairement voilà, une facilité. Oui. Et juste peut-être l'occasion de faire un petit promo sur le jeu Meetup, qui est le 7 décembre. Ah Je te laisse le faire. oui, alors ensuite vous avez une boutique à Bordeaux, c'est ça, de Passage du Désir, exactement. Donc si vous avez envie de découvrir un jeu qui permet de parler de consentement, de communication, de plaisir, d'intimité, rendez-vous dans la boutique Passage du Désir à Bordeaux le 7 décembre au soir.
Je vous remercie à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci Charline, merci Laure. Et merci de manière générale aussi à l'association Nouveau Cycle, à tous les bénévoles, voilà, tout le monde qui a travaillé sur ce festival pour permettre d'avoir ces moments tous ensemble aujourd'hui. Bonne continuation dans le festival.